la une de ce journal, le président du Sénat ivoirien, Aoussou Jano-Kouadio, était en audience avec le nouvel ambassadeur russe en Côte d'Ivoire. Au cœur de leurs échanges, la coopération entre les deux pays. L'Organisation internationale du travail OIT a initié son deuxième forum de dialogue. Objectif, promouvoir des pratiques d'entreprise durables, responsables et inclusives dans le secteur de la foresterie en Côte d'Ivoire. Enseignement supérieur, le CAMES initie du 7 au 16 novembre prochain le concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et puis à Adiaké, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR sensibilise les riverains sur l'importance de la mangrove. Madame, Monsieur, toujours un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous à une page de coopération pour débuter cette édition. Comment va la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fédération de la Russie? Quel est l'impact de la crise ukrainienne sur cette coopération? Voilà entre autres au menu des échanges ce jeudi à la permanence du Sénat à Abidjan entre le président Aoussou Jano-Kouadio et le nouvel ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire. Le point avec Issa Badini. 10h50 heure d'Abidjan. Aoussou Kouadio Jano, président du Sénat, et son invité Alexei Saltykov, ambassadeur de la Fédération de Russie, étaient déjà sur place à la permanence pour une audience prévue à 11h. Accueillis à tour de rôle par la garde militaire et le chef de cabinet, les deux personnalités se sont engouffrées dans le bureau principal. Après un tête-à-tête qui aura duré un peu plus d'une heure, les deux hommes affichent une convergence de vues quant à la coopération entre leurs deux pays. Nous avons passé en revue les relations bilatérales qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la Russie, les relations qui sont de longue date, qui se développent, qui sont orientées vers le futur. J'ai écouté les conseils du président en ce qui concerne les voies et moyens pour développer davantage les relations. Je voulais remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire. J'avais été invité en 2019 à un sommet parlementaire afro-russe à Moscou, du 1er au 3 juillet. C'était la première fois où je découvrais ce pays continent. Au cours des échanges, le premier responsable du Sénat est revenu sur la situation internationale dominée par la crise russo-ukrainienne. Et sur la question, Aoussou Jano a insisté sur la nécessité d'un retour à la paix. L'ambassadeur a lancé verbalement une invitation pour 2023, juillet 2023. J'attends nécessairement le courrier, tout en espérant que la crise en Ukraine prenne fin afin que le monde entier retrouve sa paix, sa quiétude pour le progrès de l'humanité. Avec cet entretien, les diplomates russes entrent de plus en plus de plein pied dans ces nouvelles fonctions d'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Alexei Saltykov a présenté ses lettres de créance au président Alassane Ouattara le 9 septembre 2022 en remplacement de Vladimir Baïkov. Dans le secteur de l'agro-transformation, un atelier a réuni ce 2 novembre 2022 les acteurs des organisations professionnelles de la petite agro-transformation, une initiative du Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT qui, à travers cette rencontre, a voulu présenter le plateau technologique de la Côte d'Ivoire en matière de transformation locale et identifier quelques moyens pour développer le secteur. Entreprises manufacturières, agro-transformatrices et la Direction générale de l'industrie étaient réunis pour parler de l'avenir de la transformation locale des produits agricoles ivoiriens. Les échanges ont débuté par l'intervention de la Petrapassi, une fêtière réunissant les fabricants
qui ont fait un état des lieux du plateau technologique dont dispose le pays. Les entreprises dont l'agro-transformation représentée par le REPTASI ont quant à elles présenté les avantages et inconvénients auxquels elles sont confrontées dans l'utilisation des machines locales et celles importées de l'Inde ou de la Chine. Le tout modéré par le directeur général du Centre de démonstration et de la promotion des technologies, CDT. On ne peut pas régler le problème de la transformation des produits agricoles tant qu'on n'a pas consolidé nos acquis en matière de fabrication de machines. Des Ivoiriens s'y essaient, ils font ce qu'ils peuvent, ils ne sont pas très bien connus et on ne connaît pas très bien leurs problèmes, les difficultés qu'ils ont, on ne sait pas très bien le mode opératoire, ils ne sont pas suffisamment bien organisés. Le CDT a pris sur lui de les mettre ensemble et de les mettre surtout en lien avec les autres acteurs de ces secteurs. Le marché ivoirien a tendance à importer des équipements venant des autres continents. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a des entreprises qui sont capables de fabriquer des équipements sur place. Donc nous avons décidé de nous mettre ensemble pour former cette plateforme qui est une association de tous ces fabricants de machines de transformation et de pièces détachées pour ces machines de transformation. La rencontre a été marquée par l'intervention du directeur général de l'industrie qui a présenté les efforts de l'État et le dispositif d'accompagnement du gouvernement au profit des entreprises manufacturières. Et qui parle des problématiques de la transformation des produits agricoles, parle aussi de la fabrication, de la problématique de la fabrication des équipements. Parce qu'il faut des technologies, des équipements pour pouvoir fabriquer, donc pour pouvoir transformer nos différentes productions agricoles. Et c'est en cela que nous louons donc cette initiative. Et le ministère appuie fortement de telles initiatives parce qu'elles permettent justement de penser donc à cette grande problématique. Cette conférence s'est faite en prélude de la 7e édition des Journées des métiers de la transformation, un moment de promotion du secteur de l'agro-industrie organisé par le Centre des démonstrations et de la promotion des technologies, CDT. Ces journées se tiendront du 11 au 12 novembre prochain au siège de la structure à Abidjan-Biétry. L'Organisation internationale du travail, OIT, a procédé à l'ouverture de son deuxième forum sur le dialogue à la maison de l'entreprise à Abidjan. L'objectif est de promouvoir les pratiques d'entreprise durables, responsables et inclusives dans le secteur de la foresterie et du bois en Côte d'Ivoire. Eunice Bogou et Ezekiel Siri pour le compte rendu. Ce deuxième forum de dialogue a réuni des experts sur les liens entre la gouvernance forestière, l'économie verte, le changement climatique et l'utilisation des terres. Au cours des échanges, les participants ont plaidé pour l'adoption de nouvelles politiques pour assurer une meilleure gestion des forêts du pays. Ces points focaux tripartites qui représentent le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été désignés et montrent l'importance de la Côte d'Ivoire, son engagement pour la promotion de la déclaration sur les entreprises multinationales. Et ces points focaux ont réalisé un plan d'action national qu'ils revoient régulièrement pour promouvoir cet instrument de l'OIT en Côte d'Ivoire. Et c'est de leur démarche, si je peux dire, de sélectionner ce secteur, qui est un secteur très important pour l'économie, bien sûr, dans lequel des défis en matière de travail décent subsistent toujours. Donc c'est en appui à cette volonté de travailler sur les défis spécifiques de ce secteur et sur les solutions que les différentes parties prenantes de ce secteur pourront apporter, que le BIT intervient. Ce forum a eu pour objectif de permettre aux participants d'examiner les conditions d'emploi, les droits associés à l'exercice de la profession et les mécanismes de dialogue social, y compris la négociation collective et la gestion collégiale dans l'enseignement supérieur. L'objectif étant d'adopter des points de consensus, y compris des recommandations en vue d'une action future de l'OIT et ses membres. Une note sur la corruption.
que contenaient réellement les 2 camions interceptés le 4 octobre 2022 à la frontière est de la Côte d'Ivoire par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La réponse à cette question a été donnée ce jeudi 3 novembre 2022 par le secrétaire général en charge de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un point de presse auquel ont pris part nos reporters Diane Kablancan et Ayouba Doumbia. Plus que jamais déterminée, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est engagée dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette mission, l'institution a intercepté 2 camions aux environs de 23 heures en provenance de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour vérifier son contenu à la suite d'une information reçue faisant état d'un cas de fausse déclaration douanière. Après des enquêtes effectuées par les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, voilà ce qu'il en ressort. À l'issue des constatations effectuées par les OPJ de la HABG, il en ressort que contrairement à la déclaration douanière mentionnant des mèches, des sandales et de la friperie, les 2 camions interceptés transportaient en réalité une quantité importante d'appareils de téléphone mobile et d'appareils informatiques dont la valeur marchande est estimée à plus de 8 milliards de nos francs CFA. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris à titre conservatoire une décision ordonnant le gel et la saisie des marchandises et documents concernés par l'enquête ouverte. Le présumé propriétaire des véhicules interceptés, s'étant présenté dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour proposer une somme d'argent aux officiers de police judiciaire gendarmes en vue de suspendre l'enquête en cours, a été aussitôt interpellé pour délit de corruption. À la suite de son audition, il a été déféré au parquet du pôle pénal économique et financier. Toujours selon le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Henri-Augustin Aka, l'enquête ainsi ouverte suit son cours. Il faut le rappeler, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 2013-661 au 20 septembre 2013. Abidjan accueille depuis le 2 novembre 2022 et ce pour la première fois la 3e édition des Market Days de l'Africa Investment Forum 2022. Durant 3 jours, les milliards de dollars de transactions prêts pour l'investissement sont présentés aux participants venus du monde entier. À mi-parcours, les dirigeants des 8 partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum étaient face à la presse. Issa Badini et Marius Sisseri. Voici l'image forte de la 2e journée des jours de marché de l'Africa Investment Forum qui se tient depuis ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les initiateurs de ce grand marché d'investissement transactionnel d'Afrique se tiennent par la main comme pour dire que les affaires vont bon train. Autour de l'optimiste en chef de l'Afrique, le président de la BAD, Dr Akiyumi Adesina, les initiateurs du forum se félicitent déjà des transactions en cours. Elle porte sur les secteurs porteurs du continent, allant des infrastructures au gaz en passant par l'agro-transformation et l'industrie de la création. L'Africa Investment Forum, c'est 3 jours d'engagement productif entre le secteur privé et le public. Le constat ici à l'Hôtel Ivoire, c'est que les projets bancables portés par les chefs d'État sont nombreux. On a donc besoin de plus d'institutions de financement de développement de l'Afrique. Les fonds de pension sont réclamés. Vous savez que nous avons beaucoup de fonds de pension, le fonds souverain de beaucoup de nos pays. Et le montant de tout cela, c'est environ 2,1 milliards de dollars américains. Mais écoutez, ces fonds-là se sont investis hors de l'Afrique, avec les taux d'intérêt négatifs. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de faire que les fonds de pension et les fonds souverains africains qui, eux, ont vraiment des liquidités
et qui sont des fonds africains qui participent un peu plus au financement des projets africains parce qu'on a besoin vraiment d'avoir une vraie assise dans notre continent. Ici, donc avec mon chairman Africa 50, moi-même et les autres, c'est un sujet qui est très important pour nous. L'Afrique va continuer à se développer, mais on arrivera à un stade de développement soutenable que quand on aura une vraie participation beaucoup plus accrue des investisseurs africains dans le financement des industries africaines. Les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum sont au nombre de 9. Il s'agit, entre autres, de la BAD, Africa 50, la Société financière africaine, Afrexim Bank, la Banque de développement de l'Afrique australe, la Banque européenne de développement, la Banque islamique de développement et la Banque de commerce et de développement. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la ville d'Abidjan va accueillir du 7 au 16 novembre 2022 le concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour cette 21e édition, environ 300 candidats de 13 pays membres du CAMES seront en compétition. L'annonce a été faite ce jeudi par le professeur Nadju Béatrice, secrétaire général du comité d'organisation. C'est un événement très attendu dans le milieu de l'enseignement supérieur en Afrique, le concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES. Et pour cette 21e session, prévue du 7 au 16 novembre 2022, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour accueillir les 1000 participants. Initié par le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le concours d'agrégation des sciences de la santé vise à promouvoir les enseignants-chercheurs des unités de formation et de recherche de santé afin de promouvoir un personnel de soins de qualité. Le concours d'agrégation, pour l'expliquer de manière simple, est comme la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, au niveau de l'enseignement supérieur. Quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays, plusieurs États qui participent donc à ce concours. Il y a 19 pays qui sont membres du CAMES. Pour cette année, il y a 13 pays qui vont participer donc à ce concours. Quand on parle de CAN, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes dans ce concours. La première étape, c'est une étape de sélection qui est une étape éliminatoire et qui concerne donc la sélection des candidats. Ensuite, nous passerons à la deuxième étape qui est la qualification. Et ensuite, à la fin, nous allons arriver donc au processus terminal qui est la finale. Pour cette 21e session du concours d'agrégation des sciences de la santé, 300 candidats provenant de 13 pays du CAMES seront en compétition. La Côte d'Ivoire, pays hôte de ce concours pour la 3e fois, y prendra part avec 63 candidats. Ce concours d'agrégation des sciences de la santé concerne la médecine humaine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et production animale. C'était un reportage signé Konina Nourgo et Ezekiel Seri. Octobre Rose, on en parle toujours. Afin de disposer d'agents en bonne santé pour la destination Côte d'Ivoire dans le monde touristique, le ministère en charge du tourisme a sensibilisé ses agents. Une initiative portée par la direction des ressources humaines qui vise à échanger sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Elle a permis d'aborder notamment le dépistage, l'inspection des seins au miroir, l'autopalpation et le pressage du mamelon. Modésir Nascimento et Ezekiel Siri. Selon les statistiques présentées ce mercredi 2 novembre 2022 aux agents du ministère du Tourisme par Dr Edoukou Anissé, médecin oncologue, la Côte d'Ivoire a enregistré 17 300 nouveaux cas de cancer du sein contre 1587 cas de décès en 2020. Un spectre de la mortalité maternelle inquiétant qui continue de susciter des actions pour endiguer ce fléau fatal pour les femmes. Face à ce tueur en série, la direction des ressources humaines du ministère du Tourisme prend le taureau par les cornes. C'est pourquoi elle a lancé la sensibilisation de ses agents contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Les causes à l'origine de ces cancers, comment se faire dépister, les méthodes de contrôle, notamment l'inspection avec un miroir,
l'autopalpation et l'examen du creux SLR, tous ces points ont été abordés. L'initiative portée par Assari Akbale, Yawa Florentine, directrice des ressources humaines du ministère du Tourisme, vise à protéger le personnel contre le fléau qui ravage silencieusement les femmes en Côte d'Ivoire. C'est une rencontre d'information des femmes pour les sensibiliser au fléau du cancer du sein et du col de l'utérus, dans le prolongement de Octobre Rose qui concerne essentiellement la lutte contre le cancer du sein. Pour sa part, le ministère du Tourisme, à travers sa dynamique direction des ressources humaines, entend soutenir cette lutte auprès des agents. C'est la raison de cette journée de sensibilisation des femmes du ministère. Plusieurs hommes, agents du ministère du Tourisme, ont aussi participé à cette rencontre de sensibilisation. Toute chose qui a permis à Frédéric Adakwasi, directrice de cabinet du ministre Siandou Fofana, de les appeler à se faire dépister du cancer de la prostate et de participer aux activités de Novembre Bleu. Une autre page sanitaire dans ce journal. Le syndicat national des praticiens de médecine et de la pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire a organisé l'ouverture de son premier congrès national ce jeudi 3 novembre 2022. Il s'agit d'un événement qui vise à réunir les acteurs du secteur de la pharmacie traditionnelle pour la mise en place de solutions relatives à la vulgarisation de cette médecine en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'ouverture officielle du premier congrès du syndicat national des praticiens de la médecine de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire. Un événement qui a refusé du monde à sa première assise avec les acteurs du domaine de la médecine traditionnelle venus des différentes localités du pays. Une initiative présidée par l'ancien ministre des Droits de l'Homme, Kouadio Joël Nguessan, de donner les orientations qui ont prévalu pendant la rencontre. D'abord, dans un premier temps, je vais traduire tout ce qui a été dit par les exposants, par les communications et par les syndicalistes. Je vais traduire ça au niveau des autorités pour dire voici leurs attentes. Mais pour l'heure, ce que je leur demande, c'est de s'organiser, de telle sorte que nous-mêmes, on se prenne soi-même en charge, de telle sorte qu'on installe l'institut de recherche dans la médecine traditionnelle. Deuxièmement, qu'on installe des laboratoires. Parce qu'il est bon qu'on rattrape les retards que nous avons accusés vis-à-vis des pays comme le Mali, le Burkina, le Togo et le Ghana. Une rencontre qui révèle une portée positive pour les acteurs du domaine de la médecine traditionnelle. L'objectif, c'est d'amener nos dirigeants politiques à s'intéresser aux actions de la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire et booster les actions pour que ce qui coince en termes de ralentissement puisse quand même bénéficier d'une primeur pour que les choses puissent aller de l'avant. Les connaissances sont là. Le cadre institutionnel existe, mais tout est bloqué. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui cause cela. Donc nous organisons ce syndicat, ce premier syndicat national, dans cette approche-là, dans ce paradigme-là, pour que tous les gouvernants politiques puissent quand même s'intéresser aussi et comprendre que la réalité est là. Il y a plus de 1600 acteurs, la réalité est là, il faut s'intéresser à ce secteur, il faut vraiment faciliter les choses pour que ces connaissances-là puissent se faire valoir. Le syndicat national des praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire est à son premier congrès national. Ce syndicat compte environ 1600 membres en son sein. Parlons religion. L'Association pour la promotion de la femme des œuvres et missions internationales APFOMI de la région de Cocody-Bangerville a initié la journée de la femme et de la jeune fille baptiste. Organisée sur le thème « La femme baptiste au service de Dieu », la célébration qui est à sa 5e édition a été marquée par des moments d'adoration, de conférences et de récompenses. Une célébration qui s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires de l'église baptiste et de la chargée des cultes de la mairie de Bangerville, Konina Norgo et Richard Akeke. La femme baptiste entreprenante au service de Dieu. C'est autour de ce thème que s'est déroulée à Bangerville la 15e édition de la journée de la femme et de la jeune fille baptiste de la région Cocody-Bangerville de l'Association pour la promotion des femmes, des œuvres et missions internationales APFOMI.
Célébrée le 1er novembre de chaque année, cette journée vise à changer la mentalité de la femme baptiste afin de permettre l'éclosion de son talent. Cette 15e édition, c'est pour nos bilans d'activité et aussi motiver nos sœurs à continuer à développer et à éclore les talents. Nous avons des formations que nous faisons au niveau des femmes. On a aussi les regroupements en secteur d'activité pour pouvoir permettre à chacune de pouvoir mettre son talent en évidence, tel que le rassemblement des couturières. On a des enfants aussi qui font des sketchs pour nous montrer combien de fois, dans ce que nous leur montrons comme éducation, ils puissent aussi clore leur talent. La femme peut entreprendre, la femme peut réussir sa vie en travaillant. Dans des bureaux, on peut avoir une place importante aussi dans la société, sur tous les plans. Cette journée de la femme et de la jeune fille baptiste a été célébrée autour d'une conférence sur la femme entreprenante, suivie de remises d'attestations en guise de reconnaissance à certains dignitaires de l'église baptiste. Une cérémonie tenue en présence de l'épouse du président fondateur de l'église, de plusieurs pasteurs et de la chargée des cultes de la mairie de Bingerville. Dans la femme, aujourd'hui, nous avons constaté que rien ne peut marcher. Et avec la mairie auprès des femmes, on a un service du genre pour aider les femmes à entreprendre, pour aider les femmes à avoir des crédits. Pour moi, en tant que berger, je pense que c'est une initiative qui a salué et a encouragé à sa juste valeur pour dire que la place de choix de la femme, elle est indiscutable, c'est non négociable. D'autant plus que quand on se réfère à la Bible, selon les civilisations antiques passées, on se rend compte que la femme a joué un rôle important dans le monde entier. C'est par un moment d'adoration du Seigneur que cette 15e édition de la journée de la femme et de la jeune fille baptiste de l'Apéphomie a pris fin. Rendons-nous à Adiaké pour parler de la préservation des aires protégées. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR mène des activités de sensibilisation autour du parc national des îles Eotilé. Les populations riveraines issues de 6 villages autour du parc ont été sensibilisées sur l'importance de la mangrove qui aide à enrayer la dégradation de la diversité biologique des îles Eotilé. Le commentaire de Diane Cablancan. La protection des mangroves, un élément clé de la lutte contre le dérèglement climatique. Voici le message que l'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR a fait passer à Adiaké. Lors de la sensibilisation des populations riveraines issues des 6 villages du parc national des îles Eotilé, dont les villages des Dieu-Sika et de Melekoukro, la démonstration de l'OIPR était la même. Véritable forêt en terre et mer, les mangroves sont des écosystèmes flexibles et robustes qui s'adaptent rapidement à leur environnement. Ce sont des milieux très riches en biodiversité qui hébergent et protègent de nombreuses espèces de crustacés, de batraciens, de poissons, d'oiseaux, mais aussi de mammifères. D'où cette campagne de renforcement des capacités techniques des populations autour du parc national des îles Eotilé sur l'importance de la préservation de la mangrove dans leur environnement immédiat et particulièrement au niveau de l'aire protégée. Des sites de reboisement ont été identifiés et les riverains se sont engagés. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais par ce canal dire merci à l'OIPR et au projet WACA pour cette initiative qu'ils viennent instaurer dans notre village. Après le parc national des îles Eotilé, cap a été mis sur parc national d'Azani dans le département de Jacquesville. Ici, les jeunes de 10 villages riverains du parc national d'Azani ont été formés sur l'importance de la préservation de la mangrove. Des sites de reboisement de mangroves ont été répertoriés et des essais de reboisement menés. Des groupes ont été constitués par village et affectés en bordure des cours d'eau pour la mise en œuvre du programme de reboisement de la mangrove. Dotés d'un potentiel de captation du carbone exceptionnel, les mangroves font l'objet de plus en plus de projets de compensation, faute de protection. Les activités humaines risquent cependant de mettre à mal leur capacité de stockage du carbone. En raison de ce potentiel de captation important, de nombreuses organisations soutiennent l'OIPR dans la protection des mangroves. Depuis 2020,
Le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain, pour lutter contre l'érosion côtière, pour la restauration de la mangrove, en appuyant la conservation des parcs nationaux des îles Eotilé et d'Azani. Nous sommes ici à Amissangue-Sandon pour poursuivre l'opération de reboisement de mangroves que nous avons entamée hier à Brafedon. Voilà, donc ce site-là, il a été donné par le président de l'association villageoise pour la conservation et le développement du village de Amissangue-Sandon. Voilà, donc toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour que cette opération soit une réussite. La Côte d'Ivoire a identifié à partir de 1995, en collaboration avec les partenaires du développement, le programme Reprise, le programme carte de gestion des aires protégées, comme une stratégie appropriée pour enrayer la dégradation de sa diversité biologique. Toutes ces actions de partenaires au développement visent à conserver l'intégrité des aires protégées à travers divers moyens, dont la communication pour le changement de comportement. Le village de Tien-Oula, situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, peut enfin souffler après plusieurs années d'attente grâce à l'ONG Azaf Dafa qui vient de faire don d'un bâtiment de 3 classes à l'EPP Tien-Oula 2. L'inauguration de cette infrastructure scolaire a eu lieu en présence des autorités administratives ainsi que des acteurs de l'éducation nationale. Théodore Kanga. C'est un bâtiment de 3 salles de classe plus bureau de directeur qui a été offert au village de Tien-Oula par l'ONG Azaf Dafa. Ce joyau vient mettre fin à plusieurs années de calvaire des écoliers et enseignants. Auparavant, l'école ne remplissait pas les conditions requises pour un meilleur apprentissage. Aider les autres a été toujours mon ambition et voilà, nous sommes arrivés là parce que nous avons, il y a 1 an, nous étions venus pour distribuer les kits scolaires et nous avons vu que l'école n'était pas adaptée aux enfants pour la sécurité, pour l'hygiène et tout. Et nous avons promis aux villageois, au peuple de Tien-Oula, on va dire, que nous allons essayer de leur construire 3 classes et là aujourd'hui c'est chose faite et nous sommes vraiment contents. Vous êtes venus à Tien-Oula construire une école de 3 classes parce que vous avez vu que cette école n'était pas digne des enfants de Tien-Oula. Quand on parle d'école, on dit c'est l'État qui doit donner. C'est l'école, c'est l'État qui doit donner. Il n'y a pas que l'État qui doit donner. Pour l'œuvre qui m'a été offerte, je suis très ému. Je suis content. Toute la population, dans toutes ses composantes, salue Madame Léontine Della Leclerc. Au nom de Madame la ministre, nous prenons l'engagement de prendre soin, mais surtout d'assurer avec dextérité ce que nous savons très bien faire, l'éducation des enfants, afin que les résultats soient probants et que l'école primaire 2 de Tien-Oula soit une école d'excellence. La coupure de ruban symbolisant la remise officielle de ce bâtiment a été un autre temps fort de cette cérémonie. Touchées par ce geste de l'ONG, les populations, à travers des chants et danses, ont traduit leur reconnaissance face à cette action qui vient mettre fin à plusieurs années de souffrance. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.